Merci de votre fidélité et bienvenue à cette édition du week-end dont voici les grands titres. Aux États généraux du portefeuille, le professeur Modeste Bahati Lukwebo a fait des propositions concrètes pour la relance des entreprises de l'État. Il est intervenu jeudi au 3e panel consacré à ce sous-thème. Clôture jeudi à Kinshasa des travaux du Forum régional des pays de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. L'enseignement et la formation technique et professionnelle face aux défis de l'employabilité des jeunes de cette sous-région. Et puis en France, c'est peut-être le dénouement de la crise politique. Le président Emmanuel Macron a nommé François Bayrou Premier ministre après plus d'une semaine de tractation. La nouvelle est visiblement bien accueillie par le camp Le Pen. Redresser l'économie serait parmi les priorités du nouveau locataire de l'hôtel de Matignon. Madame, Monsieur, bienvenue à cette édition du journal. Ouvrons ce journal avec cette nouvelle. Les États généraux des entreprises du portefeuille continuent à Kinshasa. Le jeudi 12 décembre dernier, au 3e panel consacré à la relance des entreprises de l'État, le professeur Modeste Bahati Lukwebo, 2e vice-président du Sénat, a mis toute son expertise au service de ces assises avec des propositions à même d'apporter des résultats probants en faveur des entreprises publiques. La suite avec Jade Mbiango. En 15 minutes lui accordées, le professeur Modeste Bahati Lukwebo a pu épuiser avec maîtrise la thématique État puissance publique et État actionnaire, nécessité d'une complémentarité pour la relance des entreprises publiques. Le 2e vice-président du Sénat s'est servi de sa longue expérience au sein de la société civile, en politique, comme enseignant en sciences économiques et gestionnaire des grandes entreprises de portée internationale pour proposer des réformes visant la relance des entreprises du portefeuille de l'État, parmi lesquelles la création d'une agence qui aura comme mission d'assurer la continuité des avancées déjà enregistrées. Il faut revoir le cadre légal et réglementaire actuel des entreprises du portefeuille par la création d'une agence de participation de l'État sous l'autorité directe du ministre du portefeuille en remplacement de l'actuel Conseil supérieur du portefeuille et le comité de pilotage de la réforme des entreprises du portefeuille. Même si c'est dirigé par des amis comme Alex, mais je préfère quand même le dire. En fait, l'enjeu sur lequel, c'est que vous avez suivi le ministre du portefeuille avec de très bonnes idées. Mais il peut arriver que d'ici 2 ans, d'ici 5 ans, il ne soit plus ministre du portefeuille. C'est lui qui arrive, il met tout ça de côté, il met dans le tiroir et il n'y a pas de continuité. Et malheureusement, c'est une maladie dont souffre notre pays. En outre, l'orateur, un homme averti, a invité l'État, principal actionnaire, à bien mobiliser les capitaux auprès des entreprises de son portefeuille. L'innovation, c'est qu'il faudrait créer cette agence qui va assurer la pérennité des réformes, mais également faire de sorte que les fonds, qui sont des fonds publics, ne puissent pas aller faire le bonheur des banques privées, qu'on puisse affecter ces fonds-là à une banque nationale. Tout porte à croire la mise en œuvre des recommandations issues de ces assises aidera à redresser les entreprises du portefeuille de l'État devenues des canards boiteux. La présidente de la Haute Cour de justice du Bénin effectue une visite de travail en RDC depuis jeudi 12 décembre 2024 auprès de la Cour constitutionnelle. Dandy Niamou, à la tête d'une délégation de son institution, a été reçu ce vendredi 13 décembre au siège de la Cour constitutionnelle à Kinshasa, place Royale, par son homologue congolais Dieudonné Kamulita. Les autres juridictions ont un rôle important à jouer dans la construction et la consolidation de l'État et la démocratie dans les États. Elles joueraient plus efficacement ces rôles si elles sont inspirantes les unes pour les autres et si elles se partagent les bonnes pratiques. Tel a été le leitmotiv de la demande formulée par Mme Dandy Niamou, la présidente de la Haute Cour de justice du Bénin, auprès de son homologue congolais. Une demande chaleureusement accueillie par Dieudonné Kamulita, qui a salué la démarche de son homologue béninoise en soulignant que les frontières et les barrières tombent quand les hommes se rencontrent.
C'est un grand honneur, un très très grand honneur, parce que ce jour montre réellement que la collaboration entre les hautes juridictions africaines est possible. Et c'est même l'idéal que nous devons poursuivre à matérialiser, formaliser assez fréquemment. Quand les hommes se rencontrent, vous sentez que les frontières s'effacent, la cohésion se fait. L'hôte des marques de la Cour constitutionnelle a à son tour salué l'hospitalité de la RDC, un pays de grande tradition et surtout la suite rapide réservée. À sa demande, envie d'échanger à la lumière de leurs expériences respectives sur les mécanismes de redevabilité de mise en œuvre de la responsabilité des gouvernements. Ce fait que la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo est aussi dans ses compétences juge pénal du président de la République et du Premier ministre. Nous sommes venus ici pour faire des échanges, pour parfaire nos pratiques, voir comment, grâce à l'expérience qui est celle de la République démocratique du Congo en tant que juge pénal, nous pouvons en apprendre pour améliorer les process au niveau de la Haute Cour de justice du Congo. Elle a en outre salué le travail abattu par la Cour constitutionnelle et la RDC dans le cadre des contentieux électoraux, un modèle qui sa juridiction au Bénin. Le président de la Cour constitutionnelle de RDC, c'est vrai, c'est un éminent magistrat de carrière, mais il place en réalité la Cour constitutionnelle de la RDC dans une orbite qu'il sera difficile de faire redescendre. Et donc j'espère que le challenge de cette visibilité qui est donnée à la Cour constitutionnelle sous sa présidence va continuer, et il n'y a pas de challenge sans vraiment des éléments fondamentaux. L'un des éléments, c'est la visibilité, et juger ensemble, c'est une façon d'assurer la collégialité, c'est une façon d'assurer au peuple l'idée que la Cour est unie dans les décisions qu'elle prend. Les efforts déployés par les présidents de la Cour constitutionnelle pour faire rayonner la haute juridiction congolaise sur la scène internationale, accompagnant ainsi la diplomatie du chef de l'État, ont été salués par la présidente de la Haute Cour de justice béninoise. À noter que le président de la Cour constitutionnelle a fait visiter son hôte des marques, la bibliothèque physique de sa juridiction. Opération Ndobo, parlons-en, alors qu'elle est menée concomitamment avec l'opération Zero Kuluna. Ndobo compte à ce jour 784 personnes identifiées. Fichier déjà tombé dans ses filets, renseigne le ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani, rassure que cette opération va se tendre sur l'ensemble du territoire national. Et à la question de savoir si réellement il y aura exécution de la peine de mort, le ministre répond. Elle a des procédures qui sont des procédures légales. Et c'est des auditions. C'est des audiences foraines et c'est des juges, des magistrats qui prononcent des sanctions, qui sont des sanctions qui se retrouvent conformément à nos textes légaux. Donc il n'y a aucune crainte à avoir. Et il y a ces initiatives prises par le président de la République depuis son premier mandat d'avoir réveillé, animé, restructuré une institution aussi louable comme celle du service national, qui veut à ce que ces jeunes, qui sont nos frères, qui sont des fois des membres de nos familles ou des voisins de quartier, qui malheureusement peut-être n'ont pas eu la chance d'avoir l'encadrement qu'ils devaient avoir parce qu'ils n'ont pas pu avoir accès à l'éducation. Le président de la République a aussi aujourd'hui fait en sorte à ce que notre constitution soit respectée, avec l'enseignement gratuit. Tout ça sont des réponses à ces phénomènes qui font qu'aujourd'hui nous avons, il faut le vivre, il faut le voir, il faut entrer en contact avec cette réalité de la criminalité et du banditisme urbain. C'est des centaines et des centaines, peut-être des milliers de nos concitoyens, de nos frères et sœurs qui sont malheureusement dans ce fléau, dans cet engrenage. Et il y a des mécanismes mis en place par le gouvernement, par le président de la République pour les en sortir. Mais il y a aussi la justice.
parce qu'il y a des récidivistes et il y en a parmi eux qui n'arriveront malheureusement pas à se resocialiser. Et c'est des décisions de responsabilité qu'il faut savoir prendre, et le gouvernement est là pour ça, pour sécuriser l'ensemble de la communauté. Et la loi prévoit des sanctions. Ceux qui devront être sanctionnés seront sanctionnés. Le président Félix Tshisekedi se prépare à rencontrer le dirigeant rwandais Paul Kagame le 15 décembre à Luanda, en Angola. Sous la médiation du président angolais Joao Lourenço, cette rencontre vise à aborder la présence des troupes rwandaises sur le sol congolais, un sujet qui alimente les tensions entre les deux pays depuis plusieurs années. Tripartite à Luanda. Joao Lourenço, Paul Kagame, Félix Antoine Tshisekedi. La ministre des Affaires étrangères de la RDC a réitéré son espoir de voir les départs des troupes rwandaises à l'issue de cette réunion. Cette initiative marque un tournant significatif dans les relations entre Kinshasa et Kigali, surtout après les déclarations passées du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. En effet, durant la campagne électorale de 2023, les présidents avaient affirmé qu'ils ne rencontreraient Paul Kagame qu'au ciel. Puis, en avril dernier, il avait déclaré que s'il venait à rencontrer son homologue rwandais, ce ne serait pas pour le supplier ou pour négocier quoi que ce soit avec lui. C'est pour le demander et lui dire clairement, les yeux dans les yeux, que ça suffit. Ces rapprochements sous l'égide de l'Angola suscitent des attentes quant à une possible désescalade des tensions dans la région du Grand Lac. Les observateurs espèrent que cette rencontre ouvrira la voie à une coopération renforcée et à la résolution pacifique des différends. 2 ans après son lancement, les processus de Luanda, censés de permettre de résoudre les conflits qui opposent la RDC et le Rwanda dans l'est du pays, a connu quelques avancées. Mais en coulisses, ils sont de plus en plus nombreux, chercheurs, observateurs ou diplomates, à en pointer les limites. Les plus optimistes savent gré à Joao Lourenço d'avoir maintenu un canal de discussion entre la RDC et le Rwanda et veulent croire que le plan harmonisé adopté en novembre est une première étape indispensable pour rétablir la confiance entre les deux pays, préalable à une résolution plus large du conflit. D'autres, plus sévères, dénoncent un jeu des dupes et reprochent au processus de Luanda d'accréditer les narratifs rwandais sur les conflits, sans reconnaître explicitement sa présence sur les sols congolais. Kigali, lui, continue de justifier ses mesures défensives par la nécessité de lutter contre la menace que représente pour sa sécurité les FDLR. Le rapport d'Amnesty International qui estime que les hauts responsables de l'armée en RDC doivent engager des enquêtes pour des possibles crimes contre l'humanité commis le 30 août 2023 dans la ville de Goma a suscité la réaction du gouvernement. Devant la presse, son porte-parole Patrick Mouyaya souligne que le pays avait déjà engagé des poursuites judiciaires suite aux événements de Goma. Écoutez-le dans cet extrait choisi par Ebenezer Banga. Alors, vous avez posé la question sur le rapport d'Amnesty International. Bon, d'abord, le rapport qui est fait concerne de faits qui se sont déroulés il y a au moins une année. Et c'est des faits pour lesquels je pense que nous avons eu l'occasion de revenir dessus. Le prédécesseur du vice-premier ministre ici, le vice-premier ministre de l'époque, Peter Kazadi, et le vice-premier ministre de la Défense de l'époque, Jean-Pierre Bemba, se sont rendus au Nord Kivu, à Goma. Il y a eu évidemment une enquête qui a été faite à leur niveau, et il y a eu une enquête qui a été faite au niveau de l'auditorat. Il y a eu des sentences. Aujourd'hui, on ne saura peut-être pas aller dans le détail parce que l'affaire est encore pendante. Il y a les travaux en appel qui doivent se faire, en tout cas dès que la justice l'aura décidé. Il y a eu de condamnés. Amnesty International fait son rapport. La question c'est de se dire d'abord ici, ce que nous, on n'a pas attendu Amnesty International, qui vient une année après la commission des faits. Il y a eu un procès en flagrance. Il y a eu 2 membres du gouvernement qui ont été dépêchés sur place et qui ont donné des réponses sur base des pièces qui leur ont été communiquées. Nous considérons comme gouvernement que sur cette question, il y a une réponse qui a été donnée de manière flagrante. Les responsabilités ont été établies, des condamnations ont été faites. Il y a un procès en appel qui est attendu
Je pense que nous devons nous en tenir à ça. Parce que la démarche derrière Amnesty International, je présume, n'est pas différente de la nôtre parce que nous voulons que justice soit dite. Et cette justice a commencé déjà à être dite en attendant que le procès soit totalement bouclé. Et donc si Amnesty estime qu'ils ont des éléments nouveaux permettant d'établir la culpabilité des uns des autres parce que la justice congolaise, lorsqu'elle a agi sur le sujet, elle n'agissait pas au visage des uns et des autres. Elle agissait en fonction des faits qui étaient établis. Le ministère national de la formation professionnelle, en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, a organisé du 10 au 12 décembre 2024 à Kinshasa un forum régional des pays de la CEEAC sur l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Durant la cérémonie présidée par le ministre de la formation professionnelle, Marc Ekilali Kombo, il a avant tout été faite la restitution de la foire de la formation professionnelle organisée à Kinshasa du 24 au 26 octobre 2024. Ensuite, il a été rendu public par les coordonnateurs de projet à l'UNESCO, Smith Mbaka, les recommandations à l'issue de travaux en atelier et panel qui a connu la participation des experts nationaux et c'est venu de pays de la CESAC. Mettre en place un fonds national spécial destiné au financement du secteur afin d'accompagner durablement le politique de pays de la région axé sur le développement dans les domaines de l'enseignement technique et formation professionnelle, améliorer l'accessibilité aux établissements de l'ETAP en réhabilitant les infrastructures existantes et en construisant de nouvelles infrastructures. Après les allocutions de Sylvie Douo venue du Cameroun, du docteur Barreto Darossa, représentant de l'UNESCO en RDC, et Yvette Kapinga, commissaire en charge de la promotion du genre à la CNSAC, Maître Marc Ekilali Kombo, ministre de la formation professionnelle, a clôturé les travaux tout en félicitant le participant pour leurs assiduités et les a recommandé de réfléchir encore plus en vue d'une politique commune, le problème à résoudre étant le même dans la région pour apporter les réponses qu'il faut afin de changer la donne dans ces secteurs. Et je voudrais m'apaisantir un peu autour de l'employabilité des jeunes. Et moi, je suis convaincu, et j'en demeure énormément convaincu, de la solution, que ce soit dans l'auto-employabilité, que ce soit dans la qualification des jeunes, que ce soit dans la main-d'œuvre, que ce soit dans l'emploi, l'adéquation, formation, emploi, et même dans la fonction publique, pour ne pas dire dans l'administration étatique et institutionnelle. La réponse proviendrait de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Au nom de son Excellence, Madame la Première Ministre, je déclare clos ces forums régionaux de l'Afrique centrale, des États de l'Afrique centrale pour la formation professionnelle. Je vous remercie. Organisé par l'UNESCO en collaboration avec le ministère de la formation professionnelle, sous le haut patronage de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, ces concertations axées sur les thèmes l'FTP face au défi de l'employabilité des jeunes en Afrique centrale, quelle perspective pour la réalisation de l'objectif durable de développement 8 avait pour objectif principal de développer une stratégie régionale pour le développement de l'FTP en Afrique centrale en vue d'améliorer la transmission des compétences, l'employabilité, le programme pour répondre aux demandes des transmissions numériques et vertes, ainsi que la mobilité de jeunes au sein de l'État membre de la CESAC. Fin de suspense, en France, le nouveau locataire de Matignon est finalement connu après plus d'une semaine de crise politique suite à une motion de censure de l'Assemblée nationale contre l'ancien Premier ministre Emmanuel Macron a nommé François Bayrou Premier ministre en début d'après-midi de ce vendredi 13 décembre. Plusieurs fois ministre et haut commissaire d'État, le nouveau Premier ministre français, visiblement bien accueilli par le camp Le Pen, devra retrousser ses manches pour redresser l'économie nationale et faire voter le budget 2025 au Parlement. En sport, les organisateurs de la Coupe du Monde édition 2030-2034 sont désormais connus. Il s'agit du trio Portugal, Espagne, Maroc. C'était à l'occasion d'un congrès exceptionnel que les 211 pays membres de la FIFA ont attribué l'organisation de la grande messe du football mondial à ces pays. Il a signalé que quelques matchs vont se jouer en Amérique du Sud ainsi qu'en Arabie Saoudite. Pour l'édition 2034, l'Afrique est à l'honneur pour la deuxième fois dans l'organisation d'une phase finale de la Coupe du Monde, après celle d'Afrique du Sud en 2010. Fin de cette édition, voici le rappel du titre.
Aux États généraux du portefeuille, le professeur Modeste Bahati Lukwebo a fait des propositions concrètes pour la relance des entreprises de l'État. Il est intervenu jeudi au 3e panel consacré à ce sous-thème. Clôture jeudi à Kinshasa des travaux du Forum régional des pays de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, l'enseignement et la formation technique et professionnelle face aux défis de l'employabilité des jeunes de cette sous-région. Et puis en France, c'est peut-être le dénouement de la crise politique. Le président Emmanuel Macron a nommé François Bayrou Premier ministre après plus d'une semaine de tractation. La nouvelle est visiblement bien accueillie par le camp Le Pen. Redresser l'économie serait parmi les priorités du nouveau locataire de l'hôtel de Matignon. Excellent week-end à tous et à toutes en compagnie de Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale.